Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau pour cette émission qui, malheureusement, compte tenu des circonstances, se produit toujours au Grand Rex, mais à distance pour vous. On espère bien que l'année prochaine, vous serez de nouveau avec nous, parce que 10 000 startups pour changer le monde, on a envie de les avoir avec nous au Grand Rex. Néanmoins, c'est un plaisir d'animer ce débat qui, quelque part, nous plonge à la fois dans le passé et nous projette dans l'avenir. Le thème, c'est la Startup Nation, moteur de la relance. Et sont présents avec nous pour en parler Fleur Pellerin, que j'ai le plaisir d'accueillir, ancienne ministre qui a participé à cette Startup Nation, on en parlera, et qui est fondatrice et patronne de Corelia Capital. Bonjour Fleur. Bonjour. Clotilde Clicchini, qui est directrice de la clientèle entreprise Île-de-France de BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Et Mathieu Nebra, parlait de prise de risque, oser prendre des risques. Mathieu, il avait un pseudonyme à 13 ans, Mathéo 21, il lance le site du zéro et aujourd'hui c'est Open Classroom, l'un des cofondateurs d'Open Classroom. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et nous attendons, il devrait arriver, lui aussi il prend des risques en moto, Olivier Mathieu, le président non exécutif de The Camp, le vice-président de France Digital et qui vient de prendre la direction générale de 2050, où il va prendre ses fonctions très prochainement. Et nous l'attendons, nous espérons qu'il sera là dans une dizaine de minutes. Alors, pour ne pas perdre de temps, j'ai envie de commencer avec vous, Fleur Pellerin, parce que Startup Nation, ça nous ramène un tout petit peu dans l'histoire. C'est les années 2010. Startup Nation, on pense bien sûr à Israël, mais aussi la France. Le président Emmanuel Macron, dans sa campagne, dit « Je veux que la France soit une nation de start-up ». Il en donne une définition, une nation d'entrepreneurs. Est-ce que d'après vous, ce pari aujourd'hui est réussi? Vous qui avez contribué à créer les conditions de cet esprit entrepreneurial, est-ce que esprit entrepreneurial es-tu là en France? Alors, on va dire qu'on est sur la bonne voie, mais que vous regardiez la Silicon Valley ou Israël, tout ça, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, il faut du temps en fait pour constituer un écosystème. Je pense que beaucoup de progrès ont été faits. On en faisait le bilan il n'y a pas très longtemps avec Cédrico sur Clubhouse pour voir un peu comment les choses avaient évolué depuis 2012. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé en termes de financement. Je pense qu'effectivement, on a réglé une partie du problème de ce qu'on appelait la vallée de la mort du financement, qui concernait surtout le financement late stage, c'est-à-dire qu'on trouvait plutôt au début des années 2010, pas mal d'argent pour financer l'amorçage et les premières étapes de la constitution et de la croissance des entreprises, mais on trouvait moins d'argent pour accompagner des grosses levées de fonds à partir de 10-20 millions d'euros. Et là, vous avez vu récemment qu'il y a eu des levées de plus de 100 millions d'euros. Ça ne devient pas monnaie courante, mais ça devient plus standard. Est-ce qu'on peut dire très, que très de ce point de vue-là, l'écosystème français a atteint une certaine maturité? Absolument. Et là, je pense qu'on a vraiment rattrapé un retard par rapport notamment à l'écosystème américain. Donc ça, c'est une première chose. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans l'état d'esprit. Je dis souvent, ça fait un peu vieux combattant, mais que j'ai fait une école de commerce dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas complètement. Et qu'à l'époque, dans ma promo, je me souviens, le rêve, c'était d'aller bosser chez Arthur Andersen ou chez Ernst Young, c'était pas de créer sa boîte. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un petit flash sondage au sortir des écoles de commerce ou même des universités, des gens qui font de la finance, etc., je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui se projettent dans ce pari plus risqué qu'est l'aventure entrepreneuriale. Et ça montre qu'on a, vis-à-vis du confort ou vis-à-vis de la prise de risque, une relation qui a changé. Donc ça, je pense que c'est aussi extrêmement positif. Je vous arrête une seconde parce que ce mot de risque, il est très important. Vous l'avez beaucoup employé à l'époque où vous étiez ministre, la question de vaincre la culture de l'échec. Culture de l'échec en France, peut-être liée à l'éducation, très différente par rapport notamment à la Silicon Valley que vous avez citée. Ouais, absolument. Est-ce que là, on a fait des progrès? Oui. Puis on va en débattre avec nos autres intervenants. Je pense que vraiment, cette disponibilité d'esprit des jeunes à s'engager dans l'aventure entrepreneuriale, c'est la manifestation de ça. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a une culture qui est plus ouverte vis-à-vis de ça. Et ça, c'était la chose la plus difficile à enclencher parce qu'un gouvernement ne peut pas décréter, écrire une loi ou faire un décret pour dire on va changer de culture. Donc c'est quelque chose qui se travaille avec plein de choses, avec des icônes, avec des gens qui montrent l'exemple, qui sont montrés dans les médias. Et le rôle des médias, je pense, est très important pour que ces rôles modèles puissent être donnés à voir. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Et donc, c'est un ensemble de choses qui font que l'environnement réglementaire et fiscal est peut-être plus favorable à l'entrepreneuriat, mais changer la mentalité, ça veut dire aussi changer l'éducation, la culture, l'état d'esprit vis-à-vis du risque. Alors, Clotilde Clicchini, peut-être pour continuer, parce que les banques, évidemment, sont au cœur de l'écosystème de financement, on pourra en reparler, mais la question de l'échec de l'entrepreneur, évidemment, les banques, ça peut être un danger, un risque qu'elles cherchent à éviter. Est-ce que la culture des banques, par rapport à cette culture entrepreneuriale, a changé aussi
au moment où se développe cette Startup Nation? Alors, les banques, je ne sais pas. Chez BNP Paribas, je pense à nous, dès 2012, on a mis en place 100 banquiers dédiés aux startups partout en France. Ce qui est sûr, c'est que moi, je rejoins complètement Fleur Pellerin sur l'émulation. Moi, je suis assez bluffée à chaque fois que je vais dans des incubateurs, French Tech Toulouse, enfin, quels que soient les lieux où l'on va, où on voit des jeunes des jeunes qui sont sortis de grandes écoles et qui, en fait, préfèrent se confronter à un projet de start-up quitte à se planter. Et on est bien d'accord pour dire qu'après, cette expérience-là a plus de valeur qu'une expérience salariale au sein d'un grand groupe. Donc ça, c'est vraiment un fait sociétal qui a été assez marquant. L'autre chose, c'est que le régulateur, très souvent, permet des améliorations, et le régulateur a fait aussi que la notion d'oubli est maintenant actée et que les banques ne peuvent pas... On n'est plus marqué à vie. Et je crois que cet aspect de la culture anglo-saxonne, en fait, de dire qu'après un échec, on tire expérience et qu'on devient meilleur, je pense que c'est en train de se répandre. Oui, parce que c'est vrai que vous avez raison d'insister sur ce point. On a dû changer quand même le fait d'avoir une cotation quand on avait échoué. On avait une cotation, effectivement, comme une marquée au fer rouge. Est-ce que ce point-là a vraiment changé? Et est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aussi changer quelque chose? On va en reparler sans doute avec Mathieu Nebras sur la question de l'éducation au risque. Alors l'éducation au risque, je pense que ça commence effectivement probablement tout petit. C'est tout le système de valoriser les succès, de valoriser ce qui est positif. Mais de toute façon, on voit bien que là où le monde a changé, c'est qu'on raisonne beaucoup en écosystème aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire d'un entrepreneur, elle est très liée pour un banquier à quel est son écosystème, par qui est-ce qu'il est recommandé, dans quel incubateur est-ce qu'il est accéléré, qui sont ses investisseurs. Et nous, on a vraiment des comités de crédit, en l'occurrence, pour entrer un peu dans le dur, qui prennent vraiment en compte l'ensemble de l'écosystème et du parcours de l'entrepreneur, davantage que le pépin à un instant T. Entre les années 2010 et l'entrée dans les années 2020, d'après vous, qu'est-ce qui a changé dans la Startup Nation? La maturation, on l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on rentre dans quelle époque du point de vue du financement de cette culture entrepreneuriale? En tout cas, moi, je trouve, pour avoir eu la chance de vivre ces 10 dernières années, la maturité, vous dites, la maturité est vraiment considérablement accrue. La coopération entre les startups et les grandes entreprises, à l'image d'Open Classroom, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus un tabou, il n'y a plus cette espèce de regard un peu méfiant et que les entreprises coopèrent elles-mêmes. Le bon exemple, c'est les fintechs et les banques qui aujourd'hui sont quand même assez étroitement liés. Je crois qu'il y a quand même abondance de liquidités, il y a des fonds qui font le job. Donc je pense que l'accès au financement est aujourd'hui facilité en France. Donc voilà, tout ce qui a changé. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a 10 ans. On voyait beaucoup de fonds étrangers. Aujourd'hui, il y a des investisseurs français, européens. Il y a des programmes d'accélération qui permettent d'aller tout de suite worldwide. Et ça, je pense que je trouve que le système est largement plus mature qu'il y a 10 ans. Mathieu Nebras, alors vous avez cette expérience d'entrepreneur. On en parlait, la culture du risque. Je disais que dès 13 ans, vous lancez un site qui s'appelle le site du zéro. Vous avez déjà cette idée qu'il faut apprendre, y compris quelque part ubériser, si j'ose dire, ou disrupter, comme on dit, l'école, pour pouvoir offrir la possibilité d'avoir cette formation, notamment au code, auquel vous avez beaucoup consacré votre vie. Et aujourd'hui, c'est une licorne, Open Classrooms, qui travaille dans de nombreux pays et qui développe des formations très très importantes et de très grande qualité. Ce parcours, finalement, comment est-ce que vous le résumeriez? Vous avez eu le sentiment de participer à la Startup Nation? Ouais, il faut avoir conscience que dans plein de domaines, et c'est vrai dans l'éducation, c'est du labeur sur le long terme. On ne change pas une culture, on ne crée pas une éducation efficace, simplement avec une idée géniale en se réveillant un matin. J'insiste beaucoup sur 21 ans dans mon... Il n'y a pas un peu de mythologie de la start-up, c'est ça parfois. Il y a une mythologie de la start-up. Après, il y a des gens qui font des start-up, qui deviennent des licornes très très vite et qui revendent et qui gagnent beaucoup d'argent. Mais quelle est la durabilité du modèle? Ça, c'est une vraie question aussi. Et c'est peut-être aussi comme ça que l'Europe peut se distinguer des modèles américains qu'on observe. Moi, j'ai en tout cas vu un changement, puisque j'ai créé un projet personnel, donc le site du zéro en 1999, qui a tellement bien marché que j'en ai créé une entreprise avant la fin de mes études, en 2007. Et donc, j'ai vu toutes les années 2010, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu que dans mon école, par exemple, j'étais obligé de faire un stage de fin d'études, mais je ne pouvais pas m'embaucher en tant que stagiaire. Et il n'y avait pas d'option entrepreneur. Elle a été créée quelques années après, finalement. Ça, c'était
une marque, j'ai envie de dire, de l'évolution des mentalités. Il y a maintenant une filière entrepreneur dans une école d'ingénieur comme la mienne. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Il y a de l'argent, évidemment, et ça, c'est important. Au-delà de 10 et 20 millions d'euros, on peut lever des fonds. Mais aussi, et surtout, il y a de l'envie. Il y a de l'envie parce qu'il y a des rôles modèles, parce qu'on commence à avoir envie, parce qu'on a vu des gens le faire, et aussi parce qu'il y a un besoin de sens qui est terrible. Est-ce que vous avez l'impression d'être un rôle modèle, justement, Open Classrooms? Et est-ce que, au-delà de, non pas de l'ego, mais de la volonté de représenter tous ces jeunes qui ont envie de réussir, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on donne de l'entrepreneur une autre image que celle peut-être que, comme ça a été dit parfois, y compris par Emmanuel Macron, des jeunes qui rêvent de devenir milliardaires. Est-ce que là, ça n'a pas un peu changé, justement, là aussi? Il y a un changement et si j'ai envie d'incarner une forme de rôle modèle, ça serait plutôt dans celui d'une entreprise plus équilibrée, plus de long terme, plus de mission, qui n'est pas dans l'objectif de devenir une licorne ou une décacorne ou je ne sais quoi, on invente tous les termes qu'on veut, mais plus quelque chose qui a un impact social. Je pense que là, je le parlais, le besoin vraiment de sens, il est très fort dans ma génération et toutes les générations qui suivent. Je le vois, c'est assez net. Les gens se disent, je veux que ça serve à quelque chose, pas juste à générer de l'argent. Et ça, c'est frappant. Et c'est ce qui est un vrai moteur, en fait, de toute une génération d'entrepreneurs qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, vous avez choisi de prendre ce statut d'entreprise à mission. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme changement, exigence? Oui, alors on en a choisi de prendre ce statut d'entreprise à mission. On a aussi obtenu tout récemment le label B Corp international, qui est une vraie valeur, qui est vraiment très, très complet, qui montre qu'on a un impact au sens large. Et l'idée derrière, c'est qu'on a un comité de mission qui est indépendant du comité d'administration. Le comité d'admission va publier un rapport sur l'impact social notamment, une fois par an. On en a déjà publié un il y a 1 an, et le prochain va être publié d'ici 1 ou 2 mois. Et il indique, au-delà du reporting financier, chiffre d'affaires, et EBITDA, etc., il va indiquer aussi ce qu'on appelle une double bottom line. On va montrer l'impact social. Par exemple, chez Open Classrooms, notre ambition, c'est d'aider 1 million de personnes à trouver un emploi dans le monde en 2025, grâce à nos formations. 1 million tous les ans. On veut vraiment aider à transformer la société comme ça. Et donc, on va suivre combien de nos étudiants trouvent un emploi après la formation, à quel niveau de salaire. Et c'est à ça que sert le rapport d'impact, pour lire le monde différemment, uniquement d'un point de vue financier. Le point de vue financier est important, il permet d'être rentable, il permet de réinvestir et d'avoir plus d'impact. Mais le financier tout seul n'a pas de sens. Je pense qu'on a dépassé ce stade, on a compris que le financier pour le financier, ça amène dans le mur. Vous êtes plus proche d'Emmanuel Faber que du loup de Wall Street, on a bien compris. Cette envie d'être milliardaire, néanmoins, ce qu'avait dit Emmanuel Macron, vous pensez que ça reste un moteur quand même dans l'esprit d'entreprendre? Il ne faut pas non plus le rejeter, pas le glorifier, mais ne pas le rejeter comme quelque chose qu'il faudrait mépriser? C'est ça, je dis toujours attention aux extrêmes. L'idée, c'est pas de générer de l'argent et de devenir multimilliardaire pour le plaisir d'avoir plus d'argent. À l'inverse, il ne faut pas ignorer qu'il y a un besoin aussi de sécurité financière, y compris chez l'entrepreneur qui prend énormément de risques. C'est une des mesures de la réussite, quoi. Ça vous choque, enfin, ça te choque moins, d'après vous, que ce soit une mesure de la réussite, l'argent, qu'autrefois? Je pense que c'est une mesure comme une autre. Mais c'est loin d'être la seule. Et par contre, c'est effectivement partie des moteurs des entrepreneurs. On ne va pas se mentir, ils y pensent. Mais je pense qu'aujourd'hui, contrairement à avant, ils ne pensent pas qu'à ça. Fleur Pellerin, on est entré dans une période de crise depuis 1 an, évidemment, liée à la crise sanitaire. Bon, on n'en sort pas, on a l'impression d'être dans une histoire sans fin pour l'instant, en tout cas en Occident. L'Asie s'en sort visiblement beaucoup mieux. Quel regard vous portez, vous, sur la relance économique sur laquelle on met beaucoup d'argent aux États-Unis, mais également en Europe et en France? Et est-ce que dans cet argent, il est suffisamment bien fléché, d'après vous, vers justement cette culture de Startup Nation et vers ces entrepreneurs? Alors d'abord, je voudrais juste pouvoir rebondir 2 secondes sur ce que vient de dire Mathieu. Ça me paraît extrêmement intéressant parce que ce qu'on entend souvent, c'est que les entreprises qui choisissent de s'engager dans ce processus, d'être une entreprise à mission ou des labellisations B Corp, etc., sont souvent des entreprises cotées, donc des grosses entreprises avec des grosses organisations. Je trouve extrêmement intéressant et félicitations qu'une entreprise comme Open Classroom ait décidé de s'engager dans cette démarche c'est administratif, il y a du paperwork, etc. Je trouve ça vraiment formidable et ça me paraît tout à fait révélateur d'un changement de paradigme qui est en train de s'opérer, mais à vitesse
accéléré, je pense que tous ceux qui voient un peu l'écosystème digital s'en rendent compte en ce moment, qui est l'arrivée de ces préoccupations ESG chez les jeunes qui cherchent un emploi, dans les entreprises qui veulent recruter, qui veulent retenir leurs salariés, etc. Donc ça me semble être aujourd'hui quelque chose de vraiment très Ça vous paraît d'ailleurs RSE, ESG, tous ces sigles, mais qui veulent dire la même chose, l'impact, c'est un des moteurs de la relance? En tout cas, c'est un des moteurs de la volonté de créer son entreprise. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut avoir une réussite, qu'elle soit pécuniaire ou financière, effectivement. Et là, on est plus dans une philosophie anglo-saxonne maintenant, probablement qu'il y a 10 ou 15 ans, parce qu'on a toujours eu un problème avec l'argent en France. C'est un fonds judéo-chrétien, c'est culturel. On a du mal à parler de salaire, etc. Donc ça s'est un peu normalisé, mais je pense qu'avant tout, ce que je cherche, moi, dans les discussions que j'ai avec des millennials ou la Gen Z, etc., les générations qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ou dans les années à venir, sont des gens qui cherchent du sens. Ils ne cherchent pas forcément d'avoir plus d'argent, ils cherchent du sens. Et donc, aujourd'hui, répondre en ayant des valeurs, en défendant ces valeurs, en montrant qu'on a un impact positif sur la société ou sur l'environnement, ça me paraît être vraiment non plus du tout la cerise sur le gâteau ou du greenwashing. C'est juste indispensable si on veut attirer à soi les meilleurs dans les années qui viennent. Donc, c'est très intéressant, je trouve. Pour revenir sur ma question, pardon. Est-ce que la relance, est-ce que vous avez le sentiment que donc, tout cet argent est bien fléché et la façon dont vous, qui mobilisez de l'argent privé, vous êtes en train aujourd'hui de le diriger, vous avez l'impression d'aller dans ce sens de la relance, justement à impact, relance verte? Alors la relance sur le plan un peu de sauvegarde qui a été là pour créer un amortisseur à cette crise monstrueuse qu'on est en train de traverser, je pense que c'était indispensable. Je pense que ça a été plutôt bien fait en France, de l'aveu de tous ceux qui en ont bénéficié. C'est-à-dire que les prêts garantis ont été mis en place très rapidement. Ils ont évité des licenciements massifs. Ils ont évité de jeter immédiatement des milliers, des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté ou dans la précarité. Et ça, je pense que c'était tout à fait indispensable de le faire. Après, moi, je ne sais pas, je pense qu'on tirera les leçons a posteriori. Est-ce qu'il aurait fallu investir davantage dans le fait qu'on puisse fabriquer un vaccin français? Est-ce que tout ça sont des questions qui sont extrêmement complexes et auxquelles probablement on trouvera des réponses un peu plus tard quand on aura du recul sur la manière macro dont a été gérée cette crise. C'est vrai que moi qui suis souvent en Asie, j'observe que l'Occident et l'Asie se démarquent de manière très dramatique parce que en Corée, par exemple, il y a eu moins de 1000 morts, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a quasiment pas de récession et là récemment, la vaccination n'a pas encore commencé, mais le gouvernement a annoncé que toute la population serait vaccinée fin juin, et je pense que ce sera le cas. Donc il y a des modes de fonctionnement administratifs, et c'est une ancienne fonctionnaire qui vous parle, qui ont été manifestement plus efficaces dans certaines zones géographiques que d'autres. Et ça aussi, il faudra en tirer les leçons pour que notre appareil administratif soit plus efficace à l'avenir si on devait être à nouveau confronté à une Dans les moteurs de la relance, il y a nature. débureaucratiser la France. Vraiment, ça me fait très très mal au cœur de dire ça, mais d'un point de vue extérieur maintenant, puisque non seulement j'ai démissionné de l'administration, mais que je suis aussi dans le secteur privé, je crois vraiment qu'il va falloir faire un post-mortem, je n'aime pas tellement cette expression, donc faire une évaluation de ce qui a fonctionné, dysfonctionné dans la manière dont a été gérée la crise, pourquoi on a eu autant de mal à s'approvisionner en masques, pourquoi la chaîne logistique de la vaccination a aussi mal fonctionné. Enfin, il y a des choses, et ce n'est pas du tout une critique politique, c'est juste un fonctionnement systémique d'ensemble qui, c'est objectif, a moins bien fonctionné que dans d'autres pays qui sont comparables aux nôtres en termes de population, de richesse, etc. Et donc, il faudra se demander pourquoi, alors qu'on consacre beaucoup d'argent à la dépense publique et donc à l'administration, au fonctionnement des services publics en France. Je ne suis pas en train de dire que rien ne va, mais il y a probablement une évaluation a posteriori à faire. On tirera les leçons de cette crise. Merci. Fleur Pellat, je vous signale qu'Olivier Mathieu est sur sa moto-taxi. Il devrait arriver. Clotilde Kilichini, dans le moteur de la relance, la deuxième proposition de notre table ronde, il y a la question évidemment du rôle des banques. Dans cette relance, les PGE, éventuellement leur consolidation, l'aide, je dirais, au tissu économique des entreprises. Et puis, il y a toute la mobilisation, effectivement, que vous pouvez apporter. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus aujourd'hui dans cette relance aux entrepreneurs et à ceux qui veulent se lancer? Alors, les prêts garantis par l'État, il y avait deux dispositifs au moment de la crise, qui étaient des dispositifs plan de sauvetage. C'était les moratoires et les prêts garantis par l'État. On en a fait 64 000 pour BNP Paribas. Près de 18 milliards, c'était un effort massif. 18 milliards sur 130, c'est pas mal. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus que notre part naturelle en tout cas. Aujourd'hui, on est dans le temps de la relance. Donc là, on est en train de finaliser le prêt participatif relance, qui lui est un dispositif qui va flécher les entreprises avec des projets. Les entreprises donc prêt participatif, ça veut dire c'est plus seulement un prêt, c'est presque des fonds propres. Là. On arrive près du capital quand même. On est en dette junior, c'est-à-dire qu'on est en dette, mais on est en dette patiente.
on sera à 8 ans et on est remboursé juste avant le capital. Donc on allonge l'horizon en tout cas. Beaucoup plus risqué pour les prêteurs et on allonge l'horizon. 4 ans de différé d'amortissement, puis sur 8 ans. Mais la grosse différence, c'est que là, on n'est pas dans le plan de sauvetage de soutien à toutes les entreprises. Là, on va flécher pour financer des projets de développement et on va axer ça, en tout cas pour notre part, sur la transition énergétique, sur la transition digitale et sur l'international notamment, parce qu'on souhaite vraiment flécher les entreprises françaises qui peuvent accélérer sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez le sentiment que le plan de relance, donc qui touche effectivement, il y a 100 milliards, certains disent qu'il faut doubler la mise, on verra si ça sera le cas en fonction de l'évolution, notamment des prochains jours sur le plan sanitaire, s'il faudra effectivement continuer à la fois le plan d'urgence et le prolonger par ce plan de relance, parce qu'on n'a pas d'horizon sur cette crise, c'est l'un des problèmes. Mais est-ce que vous avez le sentiment que cette relance, elle est bien comprise par les entrepreneurs? Est-ce qu'elle change les projets? Est-ce que les gens cherchent à se saisir de cette opportunité? Alors, incontestablement, oui. Alors, d'abord, moi, j'ai peut-être de la chance, mais je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui vont bien. En général, ils sont quand même digitalisés. Leur business model s'est quand même considérablement adapté. Et puis, je pense que tous ceux qui vont bien ont parfaitement compris qu'effectivement, le développement durable, la croissance durable, les critères ESG sont indispensables pour recruter les talents, comme le disait Fleur Pellerin, pour trouver des marchés, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les réactions des consommateurs à une entreprise qui serait défaillante. Donc, alors là, pour moi, celui qui ne prend pas ça en compte a un business model qui est mort. Mathieu Desbordes, est-ce que vous pourriez dire, on posera la question à Olivier s'il arrive à nous rejoindre, que jamais il n'a été aussi... on n'a jamais eu autant d'opportunités de lancer finalement des projets, des startups, et que quelque part, on le sait, le mot crise a également le mot opportunité, c'est le côté yin et yang. Est-ce qu'on est aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, finalement au début, certains disent des années folles, c'est-à-dire que quand ça va se relâcher, ça va repartir très très fort, et il y a tellement de projets qui sont aujourd'hui dans les têtes et peut-être dans les financements que ça va être un boom économique extraordinaire. Oui, j'en suis convaincu. On le voit si on regarde dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu des moments où ça chutait, où c'était difficile, ensuite là, ça rebondissait, il y avait un mouvement d'espoir et d'envie. Donc je suis assez convaincu qu'il va y avoir une relance. Elle sera plus ou moins rapide en Europe en fonction de comment on aura géré la crise sanitaire, c'est sûr. Mais ça va forcément aller progressivement de mieux en mieux par rapport à ça, c'est clair. Une partie de la relance dépend de l'État, mais elle dépend aussi des entrepreneurs. Donc, est-ce que vous qui rencontrez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez le sentiment que là aussi, il y a un bouillonnement, un foisonnement? Oui, je le vois même parmi nos étudiants sur Open Classrooms, en fait. Il y en a une partie non négligeable qui, au lieu de rejoindre un job salarié, disent « je souhaite créer une entreprise ». Soit être freelance, soit créer une entreprise, embaucher des gens. L'ordre de grandeur, c'est 25-30%, ce qui est quand même assez énorme. Et je pense qu'on est assez révélateur d'une réalité générationnelle, on le voit. Il y a une envie de ça, c'est net, donc ça bouillonne. C'est pas nouveau, c'est juste accéléré par la crise du Covid. Alors, c'est une réalité générationnelle et c'est aussi une réalité, sans doute, faut-il le dire, qui est inhérente, intrinsèque à votre métier. Votre métier, c'est la formation dans le plan de relance. Il y a beaucoup d'argent qui est fléché vers la formation. Comment vous pouvez aussi vous saisir de cette opportunité? Qu'est-ce que vous faites et quel type de formation? On voit bien que si on veut s'en sortir, il va falloir former notamment tous les décrocheurs et tous ceux qui vont souffrir beaucoup pendant cette crise. Voilà, c'est sûr qu'on est dans une situation, un tournant majeur, mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Le Covid est, je le disais, un accélérateur. Donc on a le sentiment d'être là au bon moment, mais d'une certaine façon, on ne l'a pas volé. Ça fait 21 ans qu'on cravache sur le sujet, qu'on prépare, qu'on affine notre modèle pédagogique, en ligne. Donc il y a énormément de choses qui se sont préparées. Évidemment, à partir du moment où il n'y avait plus trop le choix de faire que des formations en ligne, on fait que des formations, quasiment que des formations en ligne. Mais ce que je constate, en tout cas, c'est que l'État français, mais c'est vrai en fait dans plein de pays, dans plein de gouvernements, ils ont compris que 30% des métiers des actifs dans le monde allait être modifiée, allait nécessiter de nouvelles compétences dans les 10 prochaines années. 30%, ça fait 1 milliard d'êtres humains actifs qui vont avoir besoin de prendre des formations, qui ne pourront pas se contenter de faire le métier qu'ils ont appris à l'école. Donc on est sur un nouveau paradigme où il va falloir apprendre non seulement à l'école, mais aussi en continu. Je considère qu'il faut mettre plus d'entreprises un peu plus tôt, notamment avec l'alternance, et en même temps, il faut mettre plus d'écoles tout au long de la vie. C'est une évidence parce que c'est un besoin à cause ou grâce à l'accélération des nouvelles technologies qui impose l'acquisition continue
de nouvelles compétences. Est-ce que le fait, j'imagine c'est le cas pour vos salariés, c'est le vrai pour beaucoup, la généralisation du télétravail, c'est aussi une éducation au travail à distance. Bon, c'est vrai que les gens préféreraient se voir et se rencontrer de nouveau en vrai, mais on a l'impression qu'en tout cas, on ne reviendra pas complètement en arrière et que ça va durer. Est-ce que vous avez l'impression que du coup, ça peut aider cette digitalisation, ce télétravail, ces nouveaux outils à cette formation continue tout au long de la vie? Oui, ça va aider à la digitalisation de façon indirecte, mais massive. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le lien tout de suite, mais je pense que on est en train de créer un peu les bases de tout ça. Donc on le voit, c'est en train de se mettre en place. On voit même plein de gens, nous dans notre entreprise, qui quittent Paris et qui décident d'aller s'installer en banlieue, parce qu'on a permis chez Open Classrooms le télétravail pour qui le souhaite n'importe où. Donc quasiment n'importe où. Donc les gens, ouais, ils quittent leur résidence principale parfois à Paris pour s'installer et ils savent qu'ils seront accompagnés dans la durée. On est peut-être une start-up, on est peut-être plus prêt à ça que d'autres, mais je sens qu'il y a un mouvement de fond et qu'il y a des choses qui vont rester. Fleur Pellerin, sur ce point-là, est-ce que vous pouvez peut-être commenter sur cet élément de la formation, effectivement? Et je dirais, est-ce que là aussi, on le voit bien en Asie, l'appareil de formation, en Corée en particulier, est extrêmement puissant et c'est ça qui permet aujourd'hui le décollage économique. Est-ce que nous, en Occident, grâce peut-être à cette digitalisation, on a les moyens peut-être de mettre en place, dont on parlait depuis des années, c'est-à-dire de faire en sorte que les compétences rejoignent les emplois? Alors, il y a deux choses différentes, hein, comme Mathieu le disait à l'instant. Je pense que c'est la formation initiale et effectivement, quand on regarde les classements PISA, parfois on est un peu inquiet parce qu'on se dit les systèmes d'éducation européens ou occidentaux décrochent par rapport à des systèmes asiatiques qui paraissent plus performants. Bon, le système coréen, moi je le connais bien, il est sans doute très très bon dans les classements, mais les gens n'en sont pas très contents parce qu'il crée une forte pression sur les jeunes. Il y a un taux de suicide qui est très important chez les jeunes, donc c'est pas forcément non plus un modèle absolu. Donc ça, c'est la question de la formation initiale qui est très importante aussi et qui doit s'ajuster pour former des gens qui seront capables d'apprendre toute leur vie, donc apprendre à apprendre. Et ça, c'est pas forcément quelque chose, une optique dans laquelle on était formés, nous, quand on était dans nos écoles ou dans nos universités. Après, il y a la formation tout au long de la vie. Et là, c'est autre chose, parce que quand on travaille, c'est pas toujours très facile de se former en même temps, parce que ça prend du temps, parce qu'on est déjà dans... Donc, et c'est là que des formations ou des entreprises du type Open Classroom peuvent apporter des réponses absolument indispensables, à mon avis, aux entreprises, pour leur permettre de suivre tout au long de la vie des salariés les compétences qui devront ajuster, changer, etc., en fonction du type de métier qui seront créés dans les années qui viennent. Donc pour moi, il y a deux choses à bien distinguer, c'est la formation initiale et les opportunités qui naissent avec le digital de la formation continue ou la formation tout au long de la vie. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel les entreprises et l'État doivent très fortement s'engager, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de métiers, on l'a vu, c'est une discussion qui est un petit peu en surplomb, mais qui existe. Il y a beaucoup de métiers qui deviendront obsolètes et pas forcément des métiers faiblement qualifiés qui deviendront obsolètes dans les années qui viennent. Et il faut absolument qu'on trouve des solutions pour les gens qui ont été formés à ces métiers. Merci beaucoup. Alors, on a le plaisir d'accueillir notre ami Olivier Mathieu, qui a pris un train depuis The Camp, puisqu'il vit dans le sud, et il voit qu'il fait aussi beau à Paris presque qu'à Marseille aujourd'hui. Alors Olivier, merci d'avoir couru un petit peu et de nous avoir rejoints. En résumé, bien sûr, rappelez votre parcours. Donc vous êtes président non exécutif de The Camp, vous êtes l'un des membres fondateurs et vice-président de France Digital, donc vous êtes au cœur de l'écosystème. On va vous passer un micro. Vous allez prendre la direction générale du fonds Evergreen avec Marie Ekeland, le fonds Evergreen 2050. Et alors, pour vous résumer le débat, en gros, on a dit oui, la Startup Nation est un moteur de la relance, évidemment. Les conditions sont plutôt réunies pour que les années 2020, si on arrive à sortir évidemment de cette crise sanitaire, soient des années vraiment assez exubérantes et assez formidables. Mais évidemment, il faut s'appuyer sur un appareil de formation beaucoup plus puissant, et le digital, de ce point de vue-là, donne des nouveaux outils. Alors, ce que j'aurais voulu, c'est avoir peut-être votre vision à vous sur cette question de la Startup Nation dans les années 2020. Qu'est-ce qu'elle va représenter? Et est-ce que dans cette nouvelle fonction, dans ce fonds 2050, cette projection vers l'avenir de la Startup Nation, vous la voyez aller dans quoi? On a un peu parlé d'impact, on a un peu parlé de... Finalement, aujourd'hui, les jeunes rêvent peut-être moins seulement d'être milliardaires que de changer le monde et d'y trouver un sens. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Désolé de ce retard
inexcusable, mais là c'était vraiment la SNCF. Sur le... sur le Pas de nom, pas de nom. Non, mais je vais pouvoir faire jouer ma garantie G30 pour les initiés. Écoutez, en fait, non, évidemment, c'est une vaste question et j'ai pas du coup entendu tout ce qui a été dit. Donc, moi, ce que je considère, c'est en tous les cas, on a vu que l'écosystème des startups a fortement augmenté en nombre, en volume, en quantité, en montant de levée de fonds. Également, la taille des fonds d'investissement a grossi. Donc, il y a effectivement maintenant la certitude qu'il ne s'agit plus d'un secteur, mais vraiment d'une transformation totale de la société, assez massive, transversale, de notre rôle de consommateur à travailleur, à citoyen, etc. Après, la question, comme elle est posée, elle peut amener plusieurs types de réponses, mais il y en a une qui est est-ce qu'on va créer des emplois, parce qu'on peut parler de la relance ou de la croissance en matière d'emploi. Et là, aujourd'hui, on fait notamment avec France Digital un baromètre annuel avec EY, qui est le baromètre de l'impact social et économique des startups, et on voit que maintenant, concrètement, les startups, effectivement, créent des emplois. Donc c'est une réponse qui est déjà une bonne réponse par rapport aux années 2010, parce que c'est aussi un peu le sens de votre question, c'est qu'il y a eu peut-être dans les années 2000 à 2010 un doute sur le fait qu'on crée réellement des emplois, que c'était peut-être finalement un peu petit ou un peu une niche, l'ensemble de ce qu'on va mettre sous la French Tech ou la Startup Nation. Maintenant, aujourd'hui, on sait que ça crée des emplois. On a même calculé que pour 50 000 € investis donc en capital risque, en augmentation de capital dans une startup, on crée un emploi. Et en réalité, ce n'est pas tellement cher quand on compare à ce que peut coûter quelqu'un qui est inemployé pour la société, pour l'État-providence, en termes d'allocation. Ou même les emplois aidés publics. Oui, vraiment, je n'ai pas de polémique publique, privée, etc. Mais en tous les cas, on crée des emplois dans les startups et c'est des emplois d'avenir, futurs, durables. Et c'est également des CDI, d'ailleurs, je tiens à le dire. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Fleur, mais c'est un des points importants qu'on avait relevé parce qu'on en avait déjà parlé ensemble. On crée des CDI à plus de 90%. Donc, ce n'est pas de la précarité. Ça, c'est un sujet important. Donc, effectivement, d'une part, on crée des emplois. Ensuite, est-ce qu'on crée de la croissance en dehors du marché de l'emploi sur d'autres secteurs, entre le chiffre d'affaires, la valeur qu'on crée, etc. Bien entendu, on en crée. Mais après, il faut aussi savoir qu'on en détruit. On reste aussi, malgré tout, dans cette espèce de transformation schumpeterienne qui fait qu'à un moment donné, on est encore en train de détruire aussi de l'emploi parce qu'il y a effectivement des tâches productives qui sont remplacées par le numérique et puis d'autres métiers qui sont créés. Et petit à petit, il faut que les vagues communicants et que l'effet un peu de biseau se fasse pour qu'on crée plus d'emplois que ce qu'on détruit. Malgré tout, de toutes les façons, il y a des emplois qui disparaissent en travers de cette crise. Et puis le dernier point, après, ça serait effectivement celui de l'impact et du sens, parce qu'effectivement, entre les années 2000, 2010 et 2020, il y a effectivement, je dirais, une crise de sens. Et comme on le dit tellement souvent, on a l'impression que les mots s'usent à force de les utiliser, mais la réalité, c'est qu'on la voit sur le marché de l'emploi. Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi n'ont plus envie de travailler dans des entreprises qui n'auraient pas un impact positif, à la fois aligné avec la planète, aligné avec la société. Comparativement à une des préoccupations que moi j'avais peut-être il y a quelques années quand je sortais de mes études, je ne pensais pas vraiment à ça, pour être tout à fait honnête. Donc je pense qu'il y a un message positif, optimiste, qui vient des jeunes sur le marché de l'emploi. Et puis au-delà du marché de l'emploi, la réalité c'est qu'après les consommateurs aussi sont en avance de phase sur leur façon de consommer, mais c'est vrai aussi des citoyens que nous sommes. Donc les grandes organisations sont relativement lentes à se transformer, et finalement cette transformation de l'impact, elle ressemble un petit peu à la transformation du digital il y a 15 ans. C'est-à-dire que ça passe d'abord par les jeunes, souvent ça passe aussi par les femmes de plus en plus, ça passe par la diversité en général, tout type de diversité, ça passe également par l'ensemble des comportements des consommateurs, des chercheurs, de la technologie, de l'innovation, et donc ça vient finalement des entrepreneurs et des startups. Les startups et les entrepreneurs, je pense que tu en es un bon exemple avec Open Classroom. On sent qu'aujourd'hui, dans leurs préoccupations, leurs obsessions, il y a également l'idée d'avoir une dimension inclusive, une dimension environnementale, une dimension qui prend en compte la transition énergétique. Et donc tous les jeunes entrepreneurs, mais aussi les moins jeunes aujourd'hui, sont obsédés par ce sujet-là. Et c'est aussi un peu le sens de la création de 2050 par ailleurs, puisque vous m'avez tendu la perche, j'en profite. Alors justement, Olivier, on ne vous a pas faire tout ce chemin sans vous poser quand même une deuxième question, parce qu'on a bien débattu. Juste un dernier mot. Qu'est-ce qui a changé entre le Olivier Mathieu qui lance Presse Ministère avec Pierre Kosciusko-Morizet? La différence, c'est que je porte un masque, mais vous aussi. Il a un masque aujourd'hui et son état d'esprit de l'époque, se lancer pionnier du e-commerce en France, et aujourd'hui un Mathieu Nebra ou les startups qui vont se lancer, que vous allez financer peut-être très bientôt avec 2050. Qu'est-ce qui a changé et en quoi ça peut contribuer effectivement? On a bien compris, plus de maturité, des vrais emplois. Qu'est-ce qui a changé dans la tête de ces entrepreneurs
du nouveau siècle, j'allais dire. Moi, je suis très admiratif des nouveaux entrepreneurs qu'on voit arriver sur le marché. Ils ont un niveau d'ambition, d'une part, de conquête du monde, enfin d'ambition au sens business, si vous voulez, qui est très très élevé. Mais ils ont en plus, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un souci de laisser une trace positive quant au rôle de l'entreprise, qu'on pourrait appeler un peu pompeusement le rôle citoyen de l'entreprise. Et après, ils vont aussi beaucoup plus vite à l'international que ce qu'on faisait. Pour juste répondre à la question très directement, ils vont plus vite à l'international, ils lèvent beaucoup plus de fonds, et donc en quelque sorte, c'est la maturité de tout ce qu'on est en train de décrire qui a évolué considérablement, de manière exponentielle. Donc les montants levés créent davantage d'emplois, permettent d'aller plus vite à l'international. On voit quand même énormément maintenant de CEO, donc de fondateurs, présidents de leur entreprise, qui déménagent de Paris, pas parce que pour des raisons fiscales ou autres, comme on le disait à l'époque des pigeons, qu'on avait beaucoup échangé avec la Tribune à l'époque, c'est aussi tout simplement parce que quand ils vont s'installer à Munich, à New York, à San Francisco ou à Londres, c'est pour aller conquérir ces marchés et pas pour envoyer quelqu'un d'autre le faire à leur place ou recruter sur place. Ils se déplacent réellement, donc le niveau d'ambition et les moyens et l'exécution sont remarquables. Je posais la question aux pigeons de gauche que vous avez été. Si en 2022, il y avait un gouvernement qui disait il faut augmenter la fiscalité sur les entrepreneurs, les pigeons se réveilleraient, reviendraient? Je crois que ça n'arrivera pas, parce que je pense que maintenant tout le monde a compris justement que les sous-jacents économiques sont positifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois la même erreur. Non, mais il y avait cette idée, et bon, Fleur Pellerin, on est là, non seulement une actrice importante, mais elle a également porté la voix et fait changer la façon de penser des personnalités politiques, à savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas comme Wall Street, on n'est pas dans ce qu'on appelle du fast money, on ne peut pas gagner de l'argent vite. Donc cette idée que le start-upper pouvait être quelqu'un d'un petit peu assimilé au secteur de la finance est complètement ridicule. La plupart des grands entrepreneurs qu'on connaît, certains ont construit des grandes fortunes, mais ça leur a pris beaucoup de temps. Il n'y a pas eu d'IPO, c'est d'introduction en bourse, en 2-3 ans. Ça prend souvent plus de 10 ans. Et quand on est racheté par un grand groupe, ce qui est le cas quand on a été racheté par Rakuten, c'était après 10 ans pour Price Minister. Et moi-même, je n'en suis parti que fin 2018. Donc c'était après 18 ans. Donc c'est une partie de vie importante, c'est pas rapide. Donc la réponse, on me demande d'arrêter, la réponse est de viser 2050. En 2050, on aura quelques années de plus et on espère que la planète sera meilleure. Je ne vous poserai pas la question de votre âge en 2050, mais pensez... Je crains qu'on aura le même, Olivier, mais on n'en parle pas. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour ce débat qui a été passionnant. Merci Olivier d'avoir réussi à nous rejoindre. Merci Clotilde, merci Fleur, merci beaucoup Mathieu.